Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans cette session qui doit apporter en fait des réponses à une question à la fois philosophique, économique et politique. La coopération peut-elle se passer de confiance? Alors avec l'arrivée de Donald Trump et l'America First, avec le Brexit, avec la montée du populisme en Europe, la défiance se généralise à l'égard du multilatéralisme et des accords transnationaux. La confiance populaire dans les institutions chute. Donc comment d'abord mesurer ce niveau de défiance? Met-il en péril la coopération? Peut-on restaurer la confiance dans les institutions, dans les entreprises ou plus largement en l'avenir? Et comment finalement faire confiance à nos voisins dans un contexte de compétition économique généralisée? La société de la confiance peut-elle être rétablie? Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Gilles Kepel. Il est spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, professeur des universités à l'Université Paris Sciences et Lettres, directeur également de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École normale supérieure, auteur de nombreux livres, j'en cite au moins 2, Terreur dans l'Hexagone et Les banlieues de la République. Pedro Villagra Delgado, bonjour, Sherpa au G20, représentant de l'Argentine, vous êtes placé au bout. Cheikh Kanté, bonjour, ministre du Sénégal en charge du plan Sénégal émergent. Ong Ong, merci d'être avec nous, secrétaire général de l'Organisation de coopération économique et culturelle internationale de la Route de la Soie. Et enfin, Philippe Odo, associé gérant chez Odo BHF. Et enfin, Emmanuel Auriol, donc du Cercle des économistes, qui va introduire cette session. Emmanuel, c'est à vous. Alors là. Comment on l'allume Ah, ça y est, non, on m'a donné la parole. Bah, merci à tous d'être là, alors qu'apparemment il y a un match de foot quelque part. Oui, alors je ne suis pas une très grande intéressée par le foot. Donc effectivement, alors ce thème, la coopération peut-elle se passer de confiance? Alors, on m'entend mal, d'accord, pardon. C'est un thème, alors moi je vais juste l'introduire du point de vue étroit des économistes et de la microéconomiste que je suis. Et nous avons la chance d'avoir un panel remarquable, donc je parlerai peu pour leur laisser évidemment l'occasion à eux de s'exprimer. On a connu depuis en fait 2008 une crise de confiance majeure qui a été liée évidemment à la crise des subprimes. Et à l'origine de cette crise de 2008, il y a un déficit de régulation, il y a un déficit de certification. Donc moi, le point que l'on comprend quand on fait de l'économie de manière professionnelle, c'est qu'on ne peut pas avoir de confiance sans contrôle. En fait, nos institutions s'appuient sur une confiance qui est générée par le contrôle. Évidemment, quand on parle de coopération, là, les choses sont un peu différentes parce que ça suggère quelque chose dans le long terme, alors que bon nombre de contrats sont juste de gré à gré et ponctuels. Et donc, dans le long terme, non seulement il faut du contrôle, mais effectivement, il faut construire cette confiance. Donc, je vais laisser la parole à nos distingués panélistes qui vont aborder chacun à tour de rôle et en représentant en fait des sensibilités, des zones mondiales différentes, comment cette confiance se construit au niveau international. Vous avez été brève, hein, Emmanuel. Il y a beaucoup de monde. Hein. Alors Gilles Kepel, je commence par vous. Vous êtes un grand spécialiste du Moyen-Orient. La dénonciation de l'accord iranien par Donald Trump, est-ce que finalement il sape la confiance dans les modes de coopération multilatéraux au Moyen-Orient et en Méditerranée? Est-ce que finalement c'est le choix de la confrontation et qu'il n'y a plus ni confiance ni coopération aujourd'hui? Merci, ça marche. Non, merci de votre question, très simple évidemment. Alors, effectivement, on a l'impression, en tout cas dans la région dont je m'occupe principalement, le Moyen-Orient, la Méditerranée, qu'on est passé, on a changé d'époque. On était autrefois, quand nous étions jeunes et que sur les bancs de cette faculté ou d'autres, nous apprenions que le système international était régi par l'adage pacta sunt servanda, c'est-à-dire il faut respecter les traités internationaux qui s'imposent à la loi nationale, à un autre mot d'ordre désormais bien connu car il a fait l'objet d'un manuel de négociation immobilière du président des États-Unis, How to make a deal. Et donc, est-ce que le deal se superpose au pluriel pacta? En d'autres termes, est-ce que finalement, on peut trouver des accommodements qui vont forcer
le système international à s'adapter à la volonté des puissances temporairement dominantes, ce qui s'inscrit dans, il faut bien le voir, dans un système beaucoup plus global d'un univers très profondément dérégulé et d'un univers postmoderne d'une certaine manière. Alors, cette question, les uns et les autres, j'imagine, vont en traiter en fonction de leur sensibilité, de leur connaissance. En ce qui me concerne, puisque votre accroche, c'était la dénonciation de ce qu'on a appelé le retrait des États-Unis, ce qui revient au même aujourd'hui, du JCPOA, du Joint Plan of Action pour faire en sorte que le nucléaire iranien disparaisse et qu'en contrepartie, il y ait des levées des sanctions pour les États-Unis. Ça s'est produit le 8 mai de cette année. Et Donald Trump a argumenté que ce JCPOA avait eu pour effet de permettre à l'Iran de bénéficier de fonds substantiels qui avaient uniquement servi à financer l'armée des gardiens de la révolution en Syrie et ailleurs. Donc on s'était fait rouler dans la farine, qu'il le dénonçait. Et le lendemain, le 9, Benyamin Netanyahou était à Moscou pour le 9 mai, comme il va chaque année, lors de la parade qui célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire de l'URSS. Il a rappelé que 500 000 juifs avaient servi dans l'armée soviétique contre le nazisme, qu'aujourd'hui un autre État voulait détruire les juifs dans le monde, c'était l'Iran, et qu'il n'était pas question de se laisser faire. Donc il est allé prendre l'accord d'une certaine manière de cette autre puissance, évoquée tout à l'heure par le président du MEDEF, et le soir il est rentré à Tel Aviv. Les Iraniens ont envoyé quelques missiles sur le Golan, et 28 avions de chasse israéliens, sont allés bombarder les positions iraniennes en Syrie. Donc on a la mise en œuvre très concrète d'autre chose, c'est-à-dire qu'on a un pacte qui est déchiré et on a des menaces et immédiatement le déclenchement d'actions qui relèvent du rapport de force immédiat pour forcer un deal, pour forcer un nouveau deal, avec justement pas seulement les États-Unis et l'Iran, mais vous voyez tout de suite l'intervention de deux autres puissances, à savoir la Russie qui détient d'une certaine manière la clé de la situation en Syrie, Israël qui est très lié à la Russie aujourd'hui parce qu'elle fournit les drones, etc. L'Arabie saoudite derrière qui s'est alliée à la Russie pour maintenir les prix du pétrole haut, contre un partenaire de la Russie en Syrie, qui est l'Iran, et pour essayer de mettre celle-ci dans un coin et de lui tendre le bras, de la contraindre à agir selon la volonté américaine. Est-ce que c'est faisable ou non? Et je vais m'arrêter là. Donc la question, c'est qu'on change complètement de paramètres et on considère qu'il n'y a plus de partenaire. L'Iran n'est pas un partenaire avec qui on fait un accord, mais c'est quelqu'un que, comme l'agent et le marchand immobilier, le tient le maire par la photo compromettante qu'il a prise avec la créature qui l'agent immobilier lui a payé pour passer un week-end. Et donc il n'y a pas d'autre solution que de céder. Est-ce que l'Iran n'a pas d'autre solution que de céder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. L'Iran dispose d'une force de nuisance, évidemment, dans la région, qu'elle a manifestée à de nombreuses reprises, que l'accord était censé éliminer en espérant favoriser la victoire en Iran de forces plus modérées qui marginaliseraient les radicaux, qui s'appuieraient sur une société civile qui n'en peut plus de la révolution islamique, etc. Donald Trump considère que tout ça, c'est ballonné, comme on dit en américain, et que, au fond, le deal l'emporte, est plus efficace que le pacte, et qu'on peut le changer, qu'on peut le casser. Alors on va voir cette situation dans d'autres systèmes, notamment dans la relation transatlantique. Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer, enfin à mon avis en tout cas, bien sûr personne n'est obligé d'être d'accord, c'est comme ça qu'on peut penser ce nouveau modèle. Moi je suis assez dubitatif, je crains quand même qu'on ait une montée un retour de la violence dans la région à partir de cet été et de l'automne, ce qui bien sûr pour les Européens qui sont au premier rang et pour lesquels la Méditerranée et le Moyen-Orient
sont la façade sud, une façade sud avec laquelle notre politique de voisinage définie par l'Union européenne n'est quand même pas complètement au top. C'est nous qui allons payer les frais et qui allons payer l'addition. Les États-Unis peuvent se permettre de jouer à ce jeu parce qu'ils sont loin. Nous avons le terrorisme qui traverse la Méditerranée, nous avons la question migratoire qui est un élément, une variable d'ajustement des différents pays de la région. Et de ce point de vue-là, on a l'impression qu'à ce deal, nous ne sommes pas partie prenante. Nous sommes des spectateurs passifs, alors que dans le pacte, nous étions dans le GCPOA, c'est-à-dire le 5+1, mêlé. Voilà à peu près les éléments que je voulais apporter pour non pas répondre à votre question, j'en suis bien incapable, mais essayer de la mettre dans son contexte. Ce nouveau contexte. Attendez, Cheikh Kanté, alors vous représentez l'Afrique, hein, vous êtes ministre sénégalais. Est-ce qu'il y a aussi une crise de confiance finalement aujourd'hui dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et l'Afrique? Chaque année, je viens à Aix maintenant. Parce que tout simplement, Jean-Hervé, Dominique Roux et Christian ont cultivé la confiance dans mon cœur. Comme dans le cœur de plusieurs personnes qui viennent de partout ailleurs dans le monde, parler. En fait, c'est des cycles de métamorphose que nous sommes en train de vivre. L'année passée, le thème, c'était comment vivons-nous. L'année d'avant, c'était les ruptures technologiques qui modifient les conditions de travail. Donc, nous sommes dans des cycles de métamorphose qui influencent le monde. Si je reprends la thèse de Mme Emmanuelle, ce n'est pas 2008 tout simplement. Les crises, c'est depuis 1929. 1974. 2008 a été un peu spécial, parce que ça a créé une sorte d'onde de choc ayant interagi sur les travailleurs, sur les entreprises, les épargnants. C'est une forme de phobie qui s'est installée. Parce que quand on parle de confiance, ça renvoie toujours à l'idée d'une fiabilité vis-à-vis de quelqu'un. Parce que quelque part, nous avons tous besoin d'être dans un monde où on peut compter sur les autres. On a besoin pour coopérer de la confiance. Absolument. Parce que nous devons ensemble réfléchir, bâtir des projets, les mettre en œuvre. Et si la confiance ne s'installe pas, c'est raté dès le départ. Au Sénégal, par exemple, pays en voie d'émergence, nous n'aimons pas tellement parler de l'aide, parce que ça renvoie aux généreux qui aident le pauvre. Nous préférons de loin parler de coopération dans la confiance, avec un objectif fondamental, une prise en charge des populations pour eux-mêmes, pour leur destin. Aujourd'hui, les économistes disent que sur le plan international, l'économie des pays émergents permet de gagner 1 point de croissance chaque année dans la durée. C'est très bien, mais à condition que cette démarche respecte, dans la logique de coopération, des axes essentiels comme la transparence, l'efficacité, la réciprocité. Entre autres, ça veut dire une exigence. Est-ce qu'elles sont sapées, justement, ces conditions dont vous parlez aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a tout de même une crise de confiance, mais oui, par exemple, entre les Européens et les Africains entre eux également? Oui, mais l'Europe, moi, je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure. Je pense que l'Europe est peut-être la solution. Parce que l'Europe a été toujours ouverte au monde. Toujours ouverte au monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'axe des États-Unis d'Amérique qui se referme sur elle-même. Nous avons l'axe de la Chine qui a tendance à se replier sur elle-même. L'Europe a toujours été ouverte. Le postulat qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun système ne peut vivre en autarcie. On ne peut pas être totalement indépendant, totalement autosuffisant, même si au quotidien, nous cherchons à être autosuffisants pour garder une sorte d'identité, une sorte d'indépendance. Donc, les 450 millions d'Européens, d'ici 2050, auront en face d'eux 2,5 milliards d'Africains qui
qui auront un âge médian de 18 ans. Dans une logique prospective, qui est une séance bien sénégalaise, il faudrait que des solutions se trouvent dès à présent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la confiance a un double sens. Elle est fondamentale et risquée. Fondamentale parce qu'on ne peut pas imaginer un monde sans confiance. Risquée parce que ça peut déboucher souvent sur la trahison, c'est la nature humaine. Donc, ce risque-là, il faut l'assumer sans tomber dans le piège de la naïveté. Vous pensez à quel type de partenariat en particulier? Mais un partenariat, d'abord, qui va commencer par les chefs d'État africains et leur peuple. Je le dis parce que je pense, par exemple, au pacte de Macky Sall avec son peuple à travers le plan Sénégal émergent qui, en un temps record, a sécrété des cycles de croissance reconnus par les institutions internationales. Moi, en tant que ministre du plan Sénégal émergent, je ne me suis pas cantonné à cette satisfaction des équilibres macroéconomiques parce que, figurez-vous, tous les pays qui ont été notés durant les programmes d'ajustement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire, quand ils sont partis aux élections, eh bien, on les a battus parce qu'il n'y avait pas une fertilisation croisée de l'économique et du social. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une enquête sur un échantillonnage de 7649 personnes. Méthode des quotas sur les 14 régions. Je ne me suis pas fié aux indicateurs traditionnels de PIB, parce que le PIB mesure la richesse, mais ne prend pas en compte le bonheur des populations. L'indice de développement, je me suis focalisé sur le coefficient de Gini, oui, qui mesure la distribution de la richesse dans un territoire déterminé, appliqué à une population spécifique. Alors, les résultats, la majeure partie des Sénégalais, aujourd'hui, reconnaissent que leur qualité de vie a augmenté. Oui. Et ça, à cause de l'action politique du président Macky Sall. Et nous avons la hiérarchie des secteurs qui ont influencé sur cela. C'est l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'électricité. En 2000, nous avions 900 heures de coupure. Mais imaginez-vous, 900 heures de coupure dans un pays. Entre 1960, je vous donne un exemple. On sait qu'il est en campagne en ce moment, Macky Sall. Hein, oui, mais à vous entendre, non, mais juste... Oui, non, j'en parle parce que je le sens. Ça nous met à l'abri du phénomène migratoire des jeunes qui prennent... Alors justement, quel type? Oui. Juste vous interromps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Pour être concret, vous parlez du phénomène migratoire, phénomène démographique. Oui. On est en train d'en parler aujourd'hui. On parle de plateforme de débarquement en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a une cause. C'est concret, ça. Il y a une cause parce que souvent, il n'y a pas de politique appropriée pour profiter du dividende démographique de la jeunesse africaine. Il y a un problème de formation, il y a un problème de modèle économique adéquat qui doit trouver des emplois pour ces jeunes, pour ces femmes. Donc il faut des partenariats justement sur l'éducation, des partenariats sur le développement, pour valoriser le capital humain africain, parce que encore, ce ne sont pas les matières premières qui font émerger, c'est le capital humain qui fait émerger. C'est le capital humain. Philippe Odo. Alors on parlait de l'Europe, malgré tout la solution à tous les problèmes, alors qu'aujourd'hui l'Europe, effectivement, c'est quand même compliqué de voir une coopération globale et une confiance entre les États. Est-ce qu'aujourd'hui, les Européens se font encore confiance? Est-ce qu'on fait confiance à la Hongrie de Viktor Orban? Est-ce qu'on fait confiance à l'Italie aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, une coopération européenne peut être plus forte aujourd'hui? Bon. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la coopération, elle est basée sur la confiance, sur l'empathie. Et j'ai envie de dire qu'on vient de vivre un exemple évident. Cheikh Kanté parle français et de facto, il y a une empathie et il y a une sympathie qui se fait. Donc on a envie de parler et de travailler avec Cheikh Kanté. Voilà. Bon, et je crois que c'est un élément fondamental. J'ai envie de dire aussi, accord de coopération, il passe d'abord par des rencontres. Ce sont les hommes et les femmes qui font la vie de demain, et par des rencontres. Et quand deux personnes décident de créer une relation, un accord, une coopération, c'est que ce sont deux personnes qui se font confiance, et qui sont liées aussi à un sens. Il y a un moment,
il y a un moment déterminé, on se met d'accord, mais pour quoi faire? Et tous les accords internationaux ont été créés pour plus jamais ça. Plus jamais ça. La Deuxième Guerre mondiale a été horrible pour le monde entier et particulièrement tout l'Occident. Donc plus jamais ça. Et on a un peu l'impression qu'on est en train d'oublier le plus jamais ça. C'est vrai pour notre président des États-Unis, qui a l'air de passer outre l'intérêt de tous ces accords fondamentaux, qui ont pu exister non seulement par la rencontre et l'accord de personnes à un moment déterminé avec un sens, mais qui ont été ensuite construits par des institutions qui ont pu les écrire et continuer à les faire vivre par des personnes qui se rencontraient. Petit détour pour parler de l'Europe. L'Europe a un sens. Elle a été construite autour de plus jamais ça. Elle a été construite, mais aussi plus humblement, sur des aspects économiques, même si, au fond, évidemment, on voulait construire une Europe politique. Mais on est arrivé à construire progressivement une Europe qui fonctionne extrêmement bien, et j'ai envie de dire, qui fonctionne encore mieux que le politique. Je suis peut-être un peu osé, mais l'euro est extraordinaire. L'euro est quelque chose auquel l'ensemble de ceux qui vivent dans la zone euro, eh ben, ils ont confiance. C'est un contrat qui vit, qui fonctionne. Elle a surmonté la crise, disons. Et grâce à cela, eh bien, des extrémismes qui essayent de s'associer, comme en Italie, comme dans d'autres pays, comme la Grèce, qui à un moment a mis au pouvoir des populistes, et tous ces populistes ont bien vu que la population faisait confiance à l'euro. Et donc ça, ils ont été obligés d'en prendre compte et de se mettre à nouveau autour de la table de la négociation de cette constitution qui est l'Europe, et particulièrement de la zone euro. C'est ce qui me rend optimiste et ce qui me permet de dire que oui, on traverse une crise de confiance. Alors, est-ce que j'aborde l'aspect allemand? Pas encore. Très vite, parce qu'en fait, 38, mais on est dans une crise, en tout cas, on en est effectivement... On est dans une crise. Dérive aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les crises, c'est normal, c'est la vie, et la vie est faite de crises. Crise de confiance. Ce qui est important, c'est d'arriver à avoir des institutions qui permettent de surpasser ces crises et de les gérer. Et je pense qu'en Europe, et entre autres grâce à la zone euro, on a des structures qui nous permettront de traverser ces crises. Pedro Vilarga Delgado, alors vous êtes le Sherpa de l'Argentine au G20. Le prochain G20, me semble-t-il, est au mois de novembre. Avant, il y a un G20 finance. Il me semble que c'est dans une dizaine de jours et que ça, d'ailleurs, ça se passe en Argentine. On a vu comment s'est terminé le G7 avec le coup d'éclat de Donald Trump. Finalement, le G20 est-il mort aujourd'hui? Je reprends la question de départ qui était effectivement cette remise en question de l'accord nucléaire iranien, cette crise de confiance qui est liée en fait à la politique de Donald Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, le G20 a encore un sens? Et oui, certainement. Je crois que si on va dire que quoi c'est à mort, d'après que tu viens de dire, et ce qui s'est passé à Charlevoix, on dira que le G7, c'est qu'elle est morte. Et je ne crois pas non plus. Évidemment, la question la plus importante, c'est de ne pas tomber sur la casuistique dans le cas de la confiance et la coopération. Il est évident que pour arriver à des accords, il n'importe pas si on est des amis, on est des ennemis ou quoi que ce soit. Tous les accords ont besoin de que les gens qui y entrent dans les accords, ils croient qu'ils vont s'accomplir. C'est ça, c'est clair. C'était le cas qu'on disait tout à l'heure pendant le déjeuner. Même dans les pires du temps de la guerre froide, les accords ICBM, les accords SALT et tout ça, la règle c'était croyez mais vérifiez, trust but verify. Alors c'est pas une question de que dans toutes les transactions normales que nous avons, dans tous les jours, n'importe avec des gens qui ont de toute façon, on est dans une transaction, mais si vous achetez des cigares, vous achetez, mais ici c'était mentionné la question immobilier, évidemment vous n'allez pas acheter une maison que vous pensez qu'après que vous payez, ne vous va être donnée. Alors c'est clair que la confiance est fondamentale dans n'importe, pas seulement dans les aspects des relations internationales, mais aussi dans la vie quotidienne. Ce qui nous a amené la casuistique, c'est qu'il y a un manque de confiance, pas de que les accords ponctuels vont être accomplis, mais s'ils
si on est en train, et le ministre du Sénégal disait tout à l'heure, quand il s'est référé à la métamorphose, qui sont les sujets qu'on a ici, si on fasse un changement des paradigmes tout complet, qui essaye de nous porter sur les accords multilatéraux qu'on a eus, sur tous ceux qui sont créés à l'image et avec les principes des mondes occidentaux, particulièrement des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et tous ceux qui sont élargis après la fin de la guerre froide, à des accords bilatéraux. Et dans les accords bilatéraux, évidemment, on entre dans une question qui est une régression. On rentrerait au siècle XIX, XVIII, ou même à Thucydide, parce que c'est les grands qui imposent sa volonté aux petits. C'est ce que fait Donald Trump. À ce moment-là, on aura un monde qui sera beaucoup moins sécure pour tout le monde, parce que pour la croissance, pour le développement économique, il faut avoir que tout le monde en bénéficie et la paix. Et pour ça, il faut aussi avoir des règles. C'est ça qu'on devrait discuter ici. Pas tellement s'il y a la confiance ou non dans les accords. Évidemment, dans la coopération, s'il y a de confiance, il n'y a pas d'accord, on ne s'assoit pas avec quelqu'un qui ne confie pas, qui va accomplir au moins les moindres choses. Merci beaucoup. Alors là, je vous invite à mettre vos... Monsieur Hong, vous êtes secrétaire général d'une organisation dont le fonctionnement est fondé sur la coopération. Est-ce que la route de la soie, c'est une route d'abord commerciale entre l'Extrême-Orient et l'Europe? Est-ce que c'est une stratégie politique du président chinois Xi Jinping? Est-ce que c'est une volonté d'influence ou de coopération? 非常感谢，我呢是来自中国，对“一带一路”这一方面呢已经研究了10多年了。所以大家知道，13年9月7号，中国习近平主席在哈萨克斯坦纳尔巴尔扎耶夫大学提出了丝绸之路经济带建设，同时在10月3号又在印尼的雅加达的国会议会上又提出了共建21世纪海上丝绸之路这样的一个倡议，这2项倡议合并为“一带一路”。实际上，“一带一路”呢，在中国乃至于在全球范围内，虽然获得了很大的影响，大家在热议。实际上呢，这个“一带一路”实际的核心理念只转达了8个字，叫传承文明、开放创新。表达了中国作为一个13亿人口的大国，那么未来在国际化的进程当中，需要融入这个人类的主流社会，融入世界。那么中国过去在近40年的改革开放当中，一直称之为是一个窗口或者是一个实验田。我想呢，那一个窗口或者是一个实验，不至于要做40年。所以我们大家都知道，在迪拜建国也是40年。所以呢，“一带一路”的倡议呢，是我们在中国改革开放以后，把这个试点延伸为整个中国要融入世界的一个全过程。它不仅是在经济方面，它在文化方面，在教育方面，在整个的社会构建方面，它都需要融入到人类的主流社会，融入到世界的大家庭当中。所以“一带一路”呢，不是对能源、对基础设施建设，对中国的资本的一个类似于一个负债或者是各方面的这样的一个理解。所以呢，真正的“一带一路”，它的实质性的含义，就是要表达出中国在改革开放40年以后，更加的开放，更加的全球化，更加的要迫切的融入到我们整个世界、人类的整个的主流世界的这个环境中来，与世界各国要共建这个美好的这个家园。所以这是“一带一路”的一个核心的一个含义。谢谢。Merci. Alors Gilles Kepel, après justement ce constat,
On partage le même micro. Après ce constat de deal maker que vous avez fait sur la façon de Donald Trump de gérer le Moyen-Orient, d'abord, que peut faire l'Europe, puisqu'on parle d'Europe, et est-ce qu'il y a effectivement une marge de manœuvre européenne au Moyen-Orient ou même française qui pourrait peut-être faire la différence en matière de coopération? Je vais prolonger un peu ce qu'a dit Cheikh Kanté tout à l'heure. Notre position géostratégique, économique ou démographique en tant que continent européen, quelles que soient les vicissitudes de l'Union à l'avenir, nous contraint précisément à établir des relations de confiance sur le moyen et sur le long terme avec nos voisins. Puisque la politique du deal, ça signifie pour l'Europe de gérer à la petite semaine 100 000 migrants de plus ou de moins entre l'Allemagne et la Turquie venant d'Afghanistan, en contrepartie de ce que les Turcs d'Allemagne voteront pour Mme Merkel ou pour M. Seehofer éventuellement, ou que à partir de la décomposition de la Libye, on puisse gérer tel ou tel contingent d'immigrés chassés par la misère de pays africains, donc autres que le Sénégal. Et ça, évidemment, c'est quelque chose dont on voit bien que ça n'est pas du tout tenable, y compris pour les politiques intérieures des pays européens. La dérégulation complète et le deal-making à la petite semaine accompagné des bombardiers, qui sont une vérification de l'adage de l'école maternelle. D'abord on cogne, ensuite on discute à la cour de récréation, est évidemment intenable pour les systèmes démocratiques européens, puisque dans la perspective de l'élection européenne de 2019, c'est a sure recipe for disaster, pour parler anglais encore une fois, de la langue des deals, à savoir la victoire des partis d'extrême droite ou populistes qui vont considérer que l'Europe n'est pas protectrice, qu'elle sert à rien, et que finalement les peuples européens sont pris entre le marteau d'une supranationalité qui nie leur identité et de vagues migratoires qui vont non seulement submerger leur identité culturelle, mais en plus leur prendre leur job en acceptant des salaires de misère. Donc de toute façon, en ce qui nous concerne comme Européens, et je crois également, c'est le cas aussi, mais Cheikh Kanté dira ça, enfin il dira ce qu'il veut bien sûr, mais mieux que moi en ce qui concerne le continent africain, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas le choix. Ce deal-making n'est pas convenable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la mesure où M. Trump, qui est le patron du monde, a décidé de mettre en œuvre ce type de mesures, et que lui, au contraire de nous, voilà l'opportunité de l'emporter aux midterms à l'automne, aux élections de mi-mandat à l'automne, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que le deal qui nous semble depuis Aix-en-Provence une monstruosité de Yankee va s'imposer comme une norme. Et d'une certaine manière, le Brexit est une façon aussi de s'émanciper des pactes et des normes et de considérer qu'il vaut mieux en faire à sa tête. En Libye aujourd'hui, il y a des deals, c'est-à-dire que chaque tribu, qui contrôle un bout de territoire, estime qu'il est préférable de contrôler ce petit bout de territoire et de prendre un bout de pétrole plutôt que de faire confiance à l'ensemble pour la redistribution, même si, évidemment, sur le moyen terme, seul l'État national réunifié peut faire les investissements nécessaires qui, à terme, feront qu'il y aura plus de revenus pétroliers pour tout le monde, et si, au contraire, la fragmentation fournit un peu plus sur le court terme, mais assèche tout de suite, et c'est déjà le cas, puisque vous savez, ceux qui suivent cette question, il y a 800 000 barils jour libyens qui sont sortis du marché maintenant parce qu'il n'y a plus d'exportation. Donc voilà à peu près la situation telle que je la vois. Maintenant, est-ce que nous en avons la capacité ?
Ça n'est pas complètement sûr. L'exécutif européen est faible. Bon, dans le panel précédent, nous avons entendu une dame qui pourrait peut-être être la nouvelle présidente de l'Europe après les élections prochaines, en tout cas certains le disent. Mais je crois que là, nous avons, comme Européens, un vrai problème politique. C'est-à-dire que nos institutions, aujourd'hui, sont incapables d'avoir une projection politique, une projection militaire et une projection diplomatique. Dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde du deal, ça fait certainement beaucoup de handicap. Merci beaucoup. Cheikh Kanté, est-ce qu'il y a suffisamment de coopération entre les pays africains eux-mêmes? Oui, bien entendu. Si je prends l'exemple de l'UEMOA, qui est un socle institutionnel qui permet aujourd'hui à 8 pays membres de l'UEMOA d'être robustes en matière des pactes de convergence, ne serait-ce que l'inflation. Vous allez dans le référentiel anglo-saxon, vous avez des taux d'inflation assez élevés. Dans l'UEMOA, on est à 1,8%. Ces pactes institutionnels ont permis aujourd'hui au Sénégal de confirmer son leadership en matière de bonne gouvernance financière, bonne gouvernance publique. Au-delà de l'UEMOA, nous avons la CEDEAO, qui est un marché ouvert au monde, particulièrement à l'Europe. Ce marché, évidemment, qui subit le populisme, j'ai dit cosmopolitisme versus populisme, dans une logique de coopération. Moi, j'ai dit, mon postulat est simple. Il faudrait que l'Europe, qui est ouverte traditionnellement, puisse redessiner la carte géopolitique du monde avec des pays qui veulent, les nations qui veulent l'accompagner dans cette ouverture. Ces pays qui veulent rester sur eux-mêmes en autarcie se suicident. En Europe, vous voulez dire, ou de manière plus générale? Je parlais de Donald Trump et son système, qui est son système de protectionnisme. Mais ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. Aucun système ne peut vivre en autarcie, ce n'est pas possible. On parle beaucoup du franc CFA, il y a un débat autour de cela. Le franc CFA, par exemple, c'est aussi un système de coopération. Dans mon livre La camisole, j'ai dit qu'il fallait revoir le franc CFA. Donc revoir, ça veut dire quoi? Il fallait moderniser la relation du franc CFA avec les pays de l'Union. Il n'est pas mauvais, le franc CFA. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas mauvais. Mais il faudrait l'adapter dans une logique de cohérence temporelle, avec une économie mondiale qui respire, une économie africaine qui respire. Mais il faut le garder, le franc CFA. Est-ce qu'il y a encore une confiance? On parle de confiance, coopération. Il y a la confiance autour du franc CFA. Moi, j'ai confiance en cette monnaie, mais qu'il faut revoir. En faisant quoi? En revoyant certains aspects, du taux par exemple. La parité avec l'euro. Non, pas la parité du taux déjà. Je trouve que ce taux, je parle sous le contrôle d'un banquier qui m'écoute avec 2 oreilles, le taux pourrait être revu à la hausse pour permettre à ces pays de profiter de cette rente en finançant des infrastructures communautaires. En tout cas, il ne faut pas le détruire. Enfin, il ne faut pas faire le détruire. Il ne faut pas le détruire. Le franc CFA n'est pas à détruire, il est à améliorer. C'est ça ma position. Et je l'ai expliqué dans mon livre. Je trouve inacceptable que le franc dans la zone UEMOA ne soit pas convertible dans la zone d'Afrique centrale. Vous allez au Cameroun, il faut acheter soit des dollars ou des euros pour aller échanger en francs centrafricains ou d'Afrique centrale. C'est des petites choses à revoir pour permettre à ce franc-là de bouger au rythme de la mondialisation que suit l'Afrique. Merci beaucoup. Philippe Odo, donc il faut rappeler tout de même que votre groupe est franco-allemand, et c'est la raison pour laquelle je oriente mes questions sur le couple franco-allemand en ce qui vous concerne. Est-ce qu'effectivement, ce couple peut se refaire aujourd'hui? On voit bien tout de même que
Angela Merkel a ses problèmes internes et qu'Emmanuel Macron a du mal finalement à ressouder ce couple, alors qu'au départ, ça devait être le cœur d'une Europe qui rebondisse. Bon, plusieurs éléments. On l'a dit tout à l'heure, les accords, c'est une rencontre de personnes à un moment donné. Angela Merkel est confrontée à un certain nombre de difficultés internes et de politique interne, de crédibilité de son union. Elle ne peut pas se permettre d'engager son pays dans les nouveaux accords significatifs que lui propose aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais c'est une question de timing. Mais time is the essence, non? C'est pas ça qu'on dit. Oui, mais bien sûr, mais il faut que le savoir être patient. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'on peut passer des accords sur le long terme avec l'Allemagne. Je ne suis pas un institutionnel de la vie économique européenne, mais ce que je peux témoigner, c'est mon expérience de terrain tous les jours en Allemagne. Et je vois bien qu'en faisant l'effort d'aller en Allemagne, de leur parler allemand, ce que peu de Français font. Je rappellerai qu'il y a 13 millions d'Allemands qui passent leurs vacances en France et que ce sont les premiers touristes en France et qu'il y a seulement 3 millions de Français qui passent leurs vacances en Allemagne et ce sont les 7e touristes en Allemagne, donc, alors que la taille de la frontière est la même. Et c'est évidemment extrêmement... Ce que je dis, à mon avis, est très important parce que les Français, nous ne connaissons pas l'Allemagne, nous ne connaissons pas les Allemands. Donc avant de te faire confiance, il faut se connaître, c'est ça? Oui, il faut même essayer, vous voyez, de parler leur langue. Et eux font les foires, en tous les cas, ils viennent dans notre pays, ils ne parlent pas tous le français, il ne faut pas exagérer. Mais en tous les cas, ils viennent chez nous et ils essaient de comprendre. À nous de faire l'effort, de les comprendre. Ils nous reçoivent bien, avec beaucoup de bienveillance. Nous chefs d'entreprise, nous n'avons pas assez d'audace pour aller en Allemagne. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vous, Français, chefs d'entreprise, mais aussi collaborateurs, allez en Allemagne, ils vous recevront bien, apprenez l'allemand, intéressez-vous à leur culture et leur façon de faire. Il y a des différences culturelles, elles ne sont pas si importantes que ça. On peut tout à fait assez facilement les relever. Et c'est comme cela que nous serons capables de trouver de nouveaux accords avec les Allemands. Et il est évident, et on le dit toujours, que le moteur de l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Et en aucun cas, ils ne doivent imposer quoi que ce soit aux petits pays. Ça, c'est fondamental. Mais encore faut-il créer une dynamique positive. Et cette dynamique positive ne viendra que de la France et de l'Allemagne. Donc oui, il est possible de traiter et de passer des accords en Allemagne. La preuve en est même, c'est leur vie dans l'entreprise. On voit bien qu'ils savent vivre ensemble, actionnaires. Bon, parler d'un nouveau rapport nécessaire de l'actionnaire. Je peux vous assurer que les entreprises en Allemagne, le rôle de l'actionnaire l'accomplit avec énormément de responsabilités. Donc, ils savent trouver des accords entre les actionnaires, les collaborateurs, les représentants des salariés. Ils savent le faire individuellement au niveau des entreprises, au niveau des régions, au niveau et de leur propre pays. Ils prennent le temps nécessaire pour trouver des accords. En général, ils sont longs et ils sont solides. Donc, à nous d'être particulièrement attentifs aux évolutions et à la situation plus solide de la situation politique de l'Allemagne pour saisir les opportunités, pour aller de l'avant. Et je sais qu'on aura toujours un écho extrêmement favorable de la part des Allemands pour aller de l'avant sur l'Europe. Et ça suffira pour faire rebondir l'Europe? Oui, je crois que c'est encore une fois une question de rencontre et de timing. Mais il faut aussi redonner du sens à l'Europe. Et ce sens, il ne faut pas l'oublier, il a été noué sur plus jamais ça. Et il faut l'alimenter. Je pense que le plus jamais ça n'est plus suffisant. Et la meilleure façon de fédérer l'Europe, c'est peut-être contre, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'on a une culture magnifique. Quand on a la chance de pouvoir voyager, on s'aperçoit qu'on est bien en Europe. Et que voilà, il est important aussi de redonner du sens global à l'Europe pour que on emporte globalement l'adhésion. Mais oui, la France n'est pas très seule finalement dans ce rapport de confiance à l'Europe, dans ce rapport de coopération à l'Europe aujourd'hui. Vous savez, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je ne suis pas sûr que lors du mandat précédent,
que l'Europe ait été énormément à l'ordre du jour. Et je ne suis pas convaincu que François Hollande avait comme première priorité l'Europe. Je ne suis pas convaincu que Jacques Chirac avait comme première priorité. Oui, mais aujourd'hui, vous avez populistes en Italie, en Hongrie, en Pologne. Le contexte a changé. Oui, le contexte a changé, mais le populisme n'arrive pas. Attendez, il y a quand même 2 éléments. Ça veut dire évidemment que l'Europe, dans ses institutions, doit comprendre et doit répondre. Mais c'est intéressant de voir, on demande aujourd'hui tout à l'Europe, et c'est assez français d'ailleurs de raisonner comme ça, parce qu'on attend toujours de l'institution supérieure toutes les réponses. L'Europe, elle a été constituée sur des rapports économiques. Elle n'a pas été au départ constituée sur des rapports politiques. Et on lui demande aujourd'hui, et on a raison, de faire des étapes, de franchir des étapes pour assurer la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Ce sont des nouvelles étapes pour l'Europe, mais l'Europe n'a jamais été capable, elle n'a jamais été constituée au départ pour vraiment... Oui, il y a des efforts à faire sur les efforts de défense commune, que si on réunit la défense pratiquement, spécifiquement française et allemande, on arrive au 3e budget militaire mondial, donc c'est déjà extrêmement important. Quand on voit tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est considérable, mais ce sont là encore des nouvelles étapes politiques qu'il faut faire franchir à l'Europe. Je suis sûr que arriver à avoir une Europe qui protège, qui est chère à notre président de la République, c'est essentiel, mais ce sont encore des nouvelles étapes qu'il va falloir faire franchir à l'Europe. Voilà, merci. On va voir si ça se traduit dans les urnes, parce que les élections européennes sont pas longtemps. Monsieur Hong, est-ce qu'aujourd'hui, avec un Donald Trump à la tête des États-Unis et un Xi Jinping à la tête de la Chine, est-ce que la Chine croit aujourd'hui plus au multilatéralisme que les États-Unis, puisqu'on parle de coopération? 首先啊，我现在跟大家谈出一个问题，就是我们当今的社会，无论是欧洲、非洲、美洲和亚洲，我们所遇到的危机啊和挑战和这个变化的程度，远远超过我们现在在座的各位，乃至于我们所有人的想象。所以这种危机、这种挑战、这种变化即将来临的整个世界的这种格局和变化和这种危机啊，真是达到了我们整个人类社会到了一个非常要裂变的一个程度，所以这种程度必须要变。所以我感觉呢，特朗普可能是这个裂变当中的一个诱发因子，所以可能会改变一个世界的格局。那么这是我第一个观点。第二个呢，我们这个思和组织 CICO 啊，在做我们自己的一个国际化的工作。我们是代表中国民间的一个非政府国际组织，一个 NGO， 而我们对非洲，包括咱们这个塞内加尔的部长先生，我的朋友就在做咱们领事馆关于那个易先生在那做整个领事馆的这个“一带一路”的合作。那我们过2天呢，跟马达加斯加的大使要在中国做一个项目，我们有一个农场的项目的合作。所以呢，就是我们这个平台呢，为什么会产生这样的平台？我想大家不要去对信任、对特朗普、对政治、对德国、对法国、对欧盟、对非盟有什么过多的期许。其实我们要睁眼睛看一下，这个世界已经变了。为什么在变呢？我们过去强调政府是一只手，市场是一只手，但是这2只手能够解决我们社会经济发展的全部问题吗？答案肯定是不能的。为什么这2年世界诺贝尔奖能获得的题目也是在研究什么题目？我想让大家知道这个自组织的存在。所以我们未来的自组织、自经济、自金融，就是克服我们现在各个国家乃至于整个世界出现了一些传统问题的一个唯一的有效途径。那么这个途径是什么呢？我想呢，我们自组织的这个发展，因为我一直在研究这方面的问题。我们人类社会经历了什么？实际上，欧洲、非洲和亚洲，
我们所有的经历是相同的。我相信我们都是一个母亲的所不同的生下的所不同的孩子，因为经历了数千年万年的这种演变和遗传，所以人类在强调这个地球村，在强调命运和经济共同体怎么来实现。因为世界这么大，那实际上呢，这个自组织是完全包括自金融和自经济体现在的这种创新的，包括一种组织的创新、机构的创新、观念的创新、技术的创新，完全超乎了我们的想象。所以从这一点上来讲，我认为我们未来社会的治理，我们人类社会经历了3000年的山地文明，又经历了3000年的陆地文明。我个人认为，现在我们整个人类社会是从陆地文明在转向海洋文明的时代。为什么这么说呢？我们人类社会未来经济、政治、文化所有的特征将转向海洋的特征。所以互联网的出现，包括我们2008年出现了2个人类社会重要的事件，一个是金融危机从美国爆发的，另一个我告诉大家，2008年我们在互联网时代出现了一个颠覆性的尝试，叫比特币区块链技术。那么在2008年的诞生，不管中本村这个人是一个人还是一个组织，但是2008年区块链诞生了，这是我们整个人类社会出现了一个很不可思议的一个现象的一个诱因。但是它到今天为止呢，这个区块链包括跟自经济、自金融、自组织之间的关系，那么它强调的是一个去中心化。去中心化实际上我们在国际社会当中所谓的单边主义和我们整个人类社会进入到海洋文明的时代。Merci beaucoup. Je vous interromps, c'était très intéressant. Donc, Pedro Vilarga Delgado, il nous reste 5 minutes. Vous pouvez conclure face justement à ce que disait M. Hong sur toutes ces innovations, enfin quelque chose de plus simple. Est-ce que vous pouvez faire un G20 sans les États-Unis aujourd'hui? On n'aurait aucun intérêt à le faire sans les États-Unis et sans aucun des autres. Les G20, c'est un des plateformes les plus importants qu'on a. C'est créé en 1999, élevé au niveau des sommets en 2008 pour la crise financière. Évidemment, l'avantage des G20, c'est qu'il inclut les pays les plus grands du groupe de G7 et aussi les groupes des pays des économies émergentes. Et précisément, quand il manque la confiance, quand il a des doutes sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est une plateforme essentielle. Et certainement, on veut que tous les présidents, tous les leaders soient en Argentine pour le sommet, parce que vous avez mentionné les G20, c'est un peu... Mais s'il claque la porte comme il a fait pour le G7, s'il fait volte-face comme il a fait pour le G7, Donald Trump, au G20... Bon, c'est pas... Bon, j'étais au G7, alors j'ai mes idées pourquoi ça passait. Je vous assure que ça ne va pas passer en Argentine. En tout cas, les choses qu'il faut avoir, est-ce que les G20, ce n'est pas seulement le sommet. Hein. On est en juillet, on a eu déjà 50 réunions ministérielles, des groupes de travail, tout ça. Évidemment, il y a des points qui sont très, très controversés, mais il y a des autres que non. Par exemple, les canaux des finances, que c'est les plus importants, c'était en fait la raison d'être de G20, que c'est la gouvernabilité, la stabilité des finances et de la macroéconomie. Ça marche encore assez bien. Et ça, pour moi, c'est une grande chose d'avoir mes collègues de Canal des Finances qui travaillent bien. Et dans le canal de Sherpak, il y a des choses qui sont sociales, politiques, questions comme par exemple l'avenir du travail, la digitalisation, l'éducation, la santé, les changements climatiques. Ça va être un problème évidemment parce que, comme nous savons, les États-Unis ne sont pas d'accord avec les restes. Et les commerces, les investissements, le développement social, l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Alors, il faut que c'est concentré sur ce qui marche bien. Donc, le multilatéralisme n'est pas mort. Pardon ? Le multilatéralisme n'est pas mort. Par définition, les G20, c'est un mécanisme multilatéral. Ce n'est pas universel, mais c'est multilatéral. Mais c'est une chose qu'a fait la présidence argentine aussi, parce que tout ce qui est accordé dans le G20, les G20, ce n'est pas un mécanisme d'implémentation. C'est aussi les pays qui l'intègrent, qui sont les plus grands.
Sinon, on va avec n'importe quoi, on peut l'exécuter à travers les FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, la FAO, c'est quoi que vous voulez. Mais comme l'effet de ça va au-delà des frontières de membres du G20, on a fait des activités de outreach. Par exemple, le premier voyage que je fais, c'était en Afrique. Je suis allé à Addis pour parler avec l'Union africaine, pour parler avec l'UNECA, parce que pas seulement pour raconter ce qu'on va faire, mais pour entendre ce que l'Afrique pensait que c'était utile pour eux. Je fais le même en Amérique latine, je fais le même à travers de l'Asie en Asie. Et je crois que si tout le monde fait ça, la confiance peut facilement se rebâtir. Je crois qu'il est encore là, en fait. La Même s'il confiance. y a ces cas de casuistique, qu'on ne peut pas se plonger seulement sur ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui fonctionnent. Donc on termine sur cette note optimiste. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette session et bonne fin de journée.